Marie-Christine d'être venue ce matin. On a parlé de l'entreprise en mission et du capital. Pourquoi as-tu souhaité lancer ça? C'est une entreprise à impact. Tu veux concilier les usages du numérique dont tu as l'expertise avec la croissance des enfants. Et comment t'es-tu positionnée? Alors, EduCapital est un fonds d'investissement qui investit dans des jeunes sociétés qui innovent dans le secteur de l'éducation et de la formation. Alors, c'est parti d'un constat simple, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes passent plus de temps sur les écrans et dans le numérique qu'à l'école. Les jeunes passent en moyenne 6h40 par jour, tout écran confondu, soit 2400 heures par an. C'est comme si finalement tout le parcours d'un jeune de la 6e à la terminale en maths, français, SVT, correspond à une année de numérique. La génération Z est née avec le web social. Facebook, ça date de 2004, YouTube de 2005, MySpace de 2003. Donc le numérique aujourd'hui est un peu le prolongement de la vie normale, et le jeune existe s'il est connecté avec ses pairs. Donc on a ce constat-là. Le deuxième constat, c'est que aujourd'hui 70% de cette génération Z considère que YouTube est son premier moyen d'apprentissage. Donc on l'a vu avec Serge Tistron, où on a finalement une éducation assez enfermante peu collaborative, et aussi avec des sociétés dont le modèle économique n'est absolument pas un modèle éducatif, mais un modèle de captation des données et de publicité. Voilà, c'est un modèle qui peut être positif en soi, mais pas pour le système éducatif. Donc ça, c'était ce premier constat. Le deuxième constat, c'est que finalement l'école ne prépare de moins en moins à ceux dont la vie, le monde du travail a besoin. C'est les fameuses compétences, les 4 C du philosophe Yuval Harari. C'est la créativité, le collaboratif, la communication et l'esprit critique. Et en même temps, on sait que 65% des jeunes d'aujourd'hui feront demain un métier qui n'a pas été existé. Donc on a ces deux constats. Donc l'idée d'un fonds d'investissement dédié à l'EdTech, c'est finalement de créer des applications, des services, des jeux qui réconcilient finalement l'usage des jeunes et une mission éducative, et comme on l'a vu, une mission à la fois éthique et responsable. Et donc c'est vraiment de créer, de mettre la technologie et l'innovation et l'intelligence artificielle au service du secteur de l'éducation et de la formation. Donc finalement, l'apprentissage aujourd'hui a une méthodologie qui utilise tout ce que l'Internet peut offrir. Mais quel est le rapport du jeune avec l'école finalement? Parce que si on développe de plus en plus de méthodologies adaptées à leurs usages, donc grâce à EduCapital, des jeux comme on va voir tout à l'heure avec PowerZ, finalement ils vont plus vouloir aller en cours. Alors, je pense que l'école restera quand même toujours l'école. Il y a dans la partie école, c'est souvent des outils mis à disposition, des services mis à disposition des professeurs pour améliorer l'engagement de l'élève. Aujourd'hui, le gros problème de l'école, c'est le problème de décrochage scolaire. C'est qu'on a, par exemple, en France, 100 000 enfants qui décrochent chaque année du système scolaire. Donc, on a un réel décrochage. Et donc, c'est de mettre à disposition des professeurs des outils innovants qui engagent mieux. Pour vous donner un exemple, nous avons investi dans une société danoise qui s'appelle Labster. Labster, ce sont des laboratoires virtuels pour l'apprentissage des sciences. Aujourd'hui, l'apprentissage des sciences est très théorique, assez réverbatif. La chimie, la physique, c'est assez réverbatif. Et surtout, on manipule très peu. On manipule très peu parce qu'on n'a souvent pas assez de laboratoires. C'est compliqué d'amener des classes entières dans des laboratoires. Et donc, ça reste très théorique et les jeunes décrochent. Et on le voit, il y a une désaffection dans les filières scientifiques, en particulier des filles. On a de moins en moins de femmes dans les filières scientifiques. Et donc là, ça permet de manipuler, d'avoir des expériences virtuelles que le prof peut créer et que les élèves peuvent utiliser. Donc c'est un moyen beaucoup plus ludique, beaucoup plus gamifié, qui engage beaucoup plus. Donc là, c'est au service de l'école, donc c'est des outils au service de l'école. Il y a beaucoup d'outils aussi liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle l'adaptive learning. L'adaptive learning, c'est de mettre à disposition toutes les datas que l'on peut collecter sur la manière dont un enfant apprend pour lui donner un parcours d'apprentissage personnalisé. Donc, c'est rien de plus que ce que faisait le prof de campagne quand il avait 3 élèves dans une classe, ou le tuteur particulier s'il a 3 élèves avec lui, sauf que là, on peut le faire sur des classes de 30. C'est comme si C'est sur finalement, mesure en fait. on avait 30 maîtresses ou 30 professeurs, puisque chaque élève, quand il commence à faire ses exercices, il a son parcours personnalisé en fonction de la manière dont il apprend, de la manière dont il retient. Donc ça, c'est tout ce qui peut se faire
à l'école, au service, donc des outils au service du professeur, et le professeur est clé, hein, jusqu'à l'âge adulte. Hein. Voilà, c'est à partir de l'âge adulte que les élèves peuvent quand même apprendre seuls. Et après, parallèlement, on a ce qui peut être fait de manière plus ludique à la maison, et on le verra avec PowerZ, où là, le parent peut avoir à disposition des outils qui à la fois permettent à son enfant de s'amuser, mais d'apprendre en s'amusant. C'est les cours de vacances, en fait, comme on disait avant. Voilà, c'est plus, plus drôle Donc, que le cahier de vacances. et Emmanuel, merci d'intervenir à distance. Désolée d'apprendre qu'il y a des cas contacts, Covid, etc. Il y en a un peu autour en ce moment, effectivement. Comment avez-vous eu cette idée? Qui construit le programme? Et quel est le taux d'acceptabilité par les parents? Parce que finalement, les enfants n'ont peut-être plus besoin du monde des adultes quand ils sont sur votre jeu de PowerZ. Alors, je pense qu'ils ont évidemment toujours besoin du monde des adultes, et le but clair de PowerZ, c'est justement de aussi parfois les réintégrer dans ce monde, de leur donner envie d'ouvrir un livre, en fait. Je pense qu'il ne faut plus différencier l'écran de la culture en général, ou de les opposer. Si on revient un peu à ce que c'est que PowerZ, l'idée est apparue pendant le premier confinement, quand effectivement on commençait à faire l'école à la maison, et qu'on voyait, que je regardais un peu toutes les applications qui avaient, les apps éducatives, donc qui pouvaient amuser les enfants pendant 20-30 minutes, là où ils apprenaient une matière en particulier. Et puis tout d'un coup, quand on voulait être tranquille pendant 2 heures ou 3 heures, on avait cette sorte de tétine géante qui était la télévision, qui était un jeu sur l'ordinateur, là où ils pouvaient rester 3 heures devant, et quand on les appelait à table, il fallait hurler très, très fort pour qu'ils viennent, et ça mettait encore 20 minutes pour leur faire arrêter. Et la question qui était apparue à ce moment-là, c'est: est-ce qu'on pourrait pas faire un jeu utile, un truc là où effectivement ils apprennent des maths, ils apprennent du français, ils apprennent des trucs, mais quand on les appelle à table, ils viennent pas, et ils n'aient pas envie de venir. Et il y avait déjà à l'époque cette grande différence entre, d'un côté, les apps éducatives, qui étaient en général assez peu explorées au niveau technique, au niveau deep tech. Maintenant, ça a beaucoup changé, évidemment, et assez peu ambitieuses en termes de moyens par rapport aux jeux vidéo. C'est-à-dire que d'un côté, on avait ce qu'on appelait les vrais jeux, et on voyait à la télévision, dans les journaux, plus de 30 millions ou 50 millions, parfois 200 millions d'investis dedans, et de l'autre côté, des apps éducatives qui sortaient en 3 mois pour apprendre le français. Donc il y avait cette idée de faire un vrai jeu éducatif ambitieux, qui soit avant tout un jeu. Et votre jeu, Euh, pardon, le jeu, comment il est construit? C'est-à-dire, est-ce qu'il est calé sur une méthodologie d'apprentissage scolaire? Ou qui sont les auteurs, en fait? Est-ce que ce sont des professeurs? Est-ce que ce sont des personnes de votre start-up qui créent le contenu? Ou est-ce que vous avez mêlé les professeurs? Non, dès le départ, on s'est dit qu'on n'avait pas la légitimité pour faire quelque chose d'éducatif, et qu'en plus, si on prenait quelque part cette responsabilité de créer un jeu éducatif, on ne pouvait pas le faire seul. Et il y avait des maisons d'édition qui ont plus de 140 ans, encore une fois, avec cette idée de ne pas opposer l'écran au livre, et qui avaient une vraie culture. Alors d'abord, évidemment, on est allé voir EduCapital pour savoir où est-ce qu'on mettait les pieds, et qui nous a énormément aidé sur le sujet. Mais ensuite, on est allé voir Hachette et Bayard, qui ont participé à la réalisation de ce projet, qui ont investi dans le projet. Et au départ, on s'est dit: on va juste transformer les cahiers de vacances classiques, avec des méthodes éprouvées, avec des vraies réflexions derrière, juste en jeu vidéo. Et la même chose pour du contenu Bayard, c'est-à-dire des choses un peu parascolaires, de la méditation, de l'apprentissage de la mythologie, des choses comme ça, par exemple, qu'on va inclure également dans le jeu. Mais avec Final- cette idée d'avant tout de faire un vrai jeu. Finalement, il n'y a plus de barrière dans l'apprentissage, qu'il soit scolaire ou pendant les vacances, grâce à vos jeux. Et ça, c'est intéressant. Et Marie-Christine, quels sont les enjeux pour l'année prochaine? Et après, je demanderai à vous, Emmanuel, quels sont les enjeux pour vous en termes de développement? Est-ce qu'il va y avoir une explosion des usages à nouveau? Et surtout, quelle serait la place, en fait, de l'éducation parallèle à l'école, tout en restant évidemment lié au système scolaire, par rapport aux cours, à la présence en cours? Et dans ces situations de Covid, en plus, peut-être qu'il y a un taux de connectivité qui est plus fort.
Alors, il y a déjà eu une explosion hein, dans les secteurs de la formation professionnelle et de la formation continue. Voilà, il y a Dans le monde des adultes, dans le ça a monde des explosé. adultes, il y a une explosion. Hein. Aujourd'hui, voilà, les adultes ont tous pris conscience du fait qu'ils allaient sûrement faire plusieurs métiers dans une vie, qu'ils allaient devoir se reformer tout au long de leur vie. La mise en place en France hein, de la plateforme CPF a fait un grand bond en avant, puisque maintenant chaque personne a la possibilité d'avoir 500 euros Son par an crédit de... pour se former et choisir la formation qu'il a envie. Et donc là, c'est souvent des formations en ligne parce que c'est beaucoup plus flexible. On peut les faire quand on veut, on peut les faire dans les transports. Voilà, il y a une énorme flexibilité, une énorme liberté. Je pense qu'il y a un énorme bouleversement aussi qui est en train d'avoir lieu dans le monde de l'enseignement supérieur. Le Covid a totalement quand même bousculé les cartes. L'enseignement supérieur ne reviendra pas le même qu'avant. Hein. Il y a de plus en plus d'enseignements hybrides où on peut faire beaucoup de cours en ligne avec les meilleurs profs du monde entier. Mais par contre, on va à l'école pour expérimenter, travailler avec les autres, voilà, faire des cas, enfin voilà, tout ce qui peut aider à mieux préparer à la vie active. Aujourd'hui, là où il reste encore pas mal de choses à faire, c'est dans l'école. Et là, il faut une volonté politique forte pour amener le numérique à l'école et justement ne pas affronter le numérique à l'école, mais plutôt utiliser ce que le numérique peut apporter dans l'école. Et je pense que les parents se sont aussi beaucoup emparés de nouveaux sujets. Hein. La crise du Covid a fait gagner au secteur des tech entre 5 et 10 ans. Voilà, en termes de rythme d'adoption des nouveaux usages, puisqu'il y a 1,7 milliard d'élèves, de parents, d'enfants qui ont expérimenté des services, et souvent d'ailleurs mal préparés, mal formés, en particulier pour les professeurs. Mais voilà, il y a eu un avant et un après Covid qui sera totalement différent dans les tech. Donc on envisage une explosion de l'EdTech dans les prochaines années. Clairement, le marché de la Ouais. tech a pris 175 milliards en l'espace de quelques mois. Il est estimé à 500 milliards voilà, d'ici 2025. Et l'année 2020 a été une année record en investissement. Il y a eu plus de 16 milliards investis dans les tech. Et on voit que l'année 2021 est encore une année record. Donc ça veut dire que voilà, c'est une tendance durable pour les années à venir. Merci. Emmanuel, quelle est votre perception à vous des développements de PowerZ l'année prochaine? Je rejoins complètement Marie-Christine, c'est-à-dire que on a ce paradoxe, particulièrement en France, là où on a très peur de l'usage de l'ordinateur, et on a les parents qui sont collés sur leur téléphone portable et qui interdisent l'écran à leurs enfants. Et tout d'un coup, les enfants, quand ils arrivent adolescents, et Serge Tisseron l'a très bien dit, débarquent dans ce monde numérique, ce monde digital, quelque part, là où ils sont envahis par les réseaux sociaux, et ils sont très peu préparés à ça. Avec le Covid, avec ce qui s'est passé, on a vu qu'il y a un changement des usages, et les écoles qui avant se faisaient dans la cour de classe, enfin dans la cour ou dans la salle de classe, sont tout d'un coup faites sur Zoom, sur Teams, finalement sur des applications qui ne sont pas faites pour ça et qui sont très difficiles d'usage, et là où il est très difficile de capter, de capturer et de garder l'attention des enfants. Il y a une vraie question de quelle va être la façon pour l'école d'enseigner demain, quel va être le rôle des parents, quel va être, et il doit être primordial évidemment, le rôle de l'écran, sans pour autant le rendre trop présent. Et on voit avec Facebook qui se change en méta, avec ce nouveau mot que peu de gens comprennent, qui est le métavers, et qui fait très peur, et surtout dont on n'a pas nécessairement envie d'avoir une culture américaine avec justement la culture du clic et de la data comme seule monnaie. Il y a un besoin de définir un modèle économique qui va être un modèle éducatif également, qui est comment ces nouvelles écoles, quand les élèves n'ont pas la possibilité d'être là par le Covid, par d'autres choses, par plein de choses qui peuvent se passer, comment ils peuvent se réunir ensemble, comment une classe peut se faire dans une sorte de métavers, mais un métavers contrôlé, fait correctement avec les bonnes valeurs. Et pour moi, Donc, ça, c'est effectivement une des missions et un des buts de Powers, de développer la technologie, l'écran qui permet de développer l'éducation et aider et donner des outils à la classe et aux professeurs et aux parents. créer un Internet responsable, éducatif pour les enfants, sans frontières entre l'école et la famille. Alors, si je comprends bien, c'est Exactement. ça. Merci, merci beaucoup. Merci Marie-Christine. Merci. Marie-Christine est pionnière de l'Internet en France et pionnière dans le monde de l'éducation et de l'investissement tech. Donc bravo, parce que c'est des sujets importants et des sujets qui concernent l'éducation de nos enfants. Et avoir quelqu'un qui comprend et qui a la bonne perception des usages, c'est toujours essentiel. Merci. Merci. Merci Emmanuel. Merci beaucoup.